Où viennent vraiment les habitants de l'Inde? La question semble avoir une réponse évidente. L'Inde est l'une des plus anciennes civilisations de la Terre. Ses textes sacrés, ses langues, ses traditions remontent à des milliers d'années. Pourtant, depuis que les temps modernes posent cette question, deux récits très différents s'affrontent pour y répondre. L'un dit qu'un groupe venu de l'extérieur, appelé les Aryens, est entré dans le sous-continent par le nord-ouest et a construit la civilisation indienne à partir de zéro. L'autre affirme exactement l'inverse, que les peuples de l'Inde sont entièrement indigènes, que les Aryens sont nés ici, et que la civilisation est partie de l'Inde vers le reste du monde. L'ADN ancien est désormais entré dans ce débat, et il a fait ce qu'aucun des deux camps n'attendait. Il a montré que les deux histoires sont incomplètes, que la vraie réponse est plus ancienne, plus étrange, et bien plus complexe que ce qu'aucun récit politique n'était prêt à admettre. Un seul squelette, retrouvé dans une ville de l'âge du bronze dans l'état indien de l'Haryana, a discrètement détruit des dizaines d'années d'hypothèses, et une vague d'études génomiques à grande échelle publiées ces dernières années a révélé quelque chose qui change entièrement l'image. Ce que montre l'ADN, ce n'est pas une seule origine. Il y en a au moins 3. Et l'un des aspects les plus remarquables de l'histoire de l'Inde, c'est que les structures sociales créées pour séparer les gens ont peut-être aussi préservé la preuve de la manière dont ces couches sont apparues au départ. Pour comprendre cela, il faut regarder le territoire lui-même. Le sous-continent indien est un entonnoir géographique. Au nord, la chaîne de l'Himalaya forme l'une des plus grandes barrières naturelles de la planète, isolant le sous-continent du vaste intérieur continental de l'Asie. Au sud, à l'est et à l'ouest, l'océan Indien ferme 3 côtés. Les seuls véritables couloirs terrestres pour de grands mouvements anciens passent par le nord-ouest, les cols et les vallées qui relient l'actuel Pakistan et l'Afghanistan à l'Asie centrale. Cette géographie n'est pas un détail. C'est la raison pour laquelle presque toutes les grandes migrations qui ont façonné l'Asie du Sud sont arrivées par la même direction, ont traversé les mêmes points d'entrée étroits, puis se sont diffusées dans un territoire d'une immense diversité interne, car l'intérieur du sous-continent n'est pas uniforme non plus. La plaine du Gange s'étend au nord comme un large corridor, le plateau du Décan s'élève à travers l'Inde centrale. Les Ghats occidentaux longent la côte sud-ouest, le désert du Thar ferme le nord-ouest. Ces compartiments géographiques ont influencé la manière dont les populations se sont déplacées, les endroits où elles se sont installées, les zones restées isolées pendant des siècles et celles où elles se sont mélangées. Le résultat, c'est ce que les chercheurs décrivent aujourd'hui comme l'un des pays les plus divers génétiquement au monde. Un pays de plus de 1,4 milliard d'habitants, d'environ 5000 communautés ethniques, linguistiques et de castes distinctes, et d'une structure de population qui porte la trace de migration remontant à 50 000 ans. Cette expression « 50 000 ans » est essentielle, car c'est là que commence vraiment l'histoire des peuples de l'Inde. Quand les chercheurs analysent la couche la plus ancienne de l'ascendance sud-asiatique, ils trouvent une population que les généticiens appellent les anciens ancêtres sud-indiens, ou ASI. Il s'agissait de chasseurs-cueilleurs entrés dans le sous-continent il y a environ 50 000 ans dans le cadre de la même dispersion hors d'Afrique qui a ensuite conduit notre espèce à travers le monde. Les recherches suggèrent aujourd'hui que la majeure partie de la variation génétique observée dans l'Inde moderne remonte à cette seule vague fondatrice. Les tentatives de migration plus anciennes semblent avoir laissé très peu de traces détectables dans les populations actuelles. Ce n'était pas un groupe marginal accroché à quelques rives de fleuves. Ils se sont répandus dans tout le sous-continent. Ils sont devenus la couche fondatrice de l'histoire humaine de l'Asie du Sud, présent partout, du haut nord-ouest jusqu'à l'extrémité sud de la péninsule. La fenêtre vivante la plus proche de ce à quoi ressemblait génétiquement cette ancienne population est peut-être celle des peuples autochtones des îles Andaman. Ces îles reculées de la baie du Bengale sont restées en grande partie à l'écart des migrations majeures qui ont transformé l'Inde continentale pendant des milliers d'années. Leur ADN conserve des proportions d'ascendance liées aux ASI qu'on ne retrouve pas sous exactement la même forme ailleurs. Dans un sens très réel, les Andamanais représentent un écho d'une Asie du Sud qui existait avant l'agriculture, avant les villes, avant toutes les migrations qui ont suivi. Mais ces migrations allaient arriver. Il y a environ 10 000 ans, une deuxième couche a commencé à apparaître dans le registre ancestral. Des agriculteurs anciens apparentés aux populations du plateau iranien, une lignée qui s'était séparée d'autres populations de cette région au début du néolithique, ont commencé à se déplacer vers le couloir nord-ouest du sous-continent. Ils apportaient avec eux des connaissances agricoles, mais l'image est plus compliquée qu'un simple remplacement de population.
L'ADN ancien provenant de sites associés à la vallée de l'Indus suggère que l'agriculture dans le sous-continent s'est peut-être diffusée en partie par échange culturel et peut-être aussi par développement local indépendant, plutôt que d'avoir été apportée uniquement par une migration de masse. L'ascendance venue d'Iran s'est mélangée aux populations ASI, déjà présentes dans le nord-ouest. Au fil des générations, cette combinaison a produit la population qui allait construire l'une des civilisations les plus extraordinaires du monde ancien. Harappa, Mohenjo-Daro, la civilisation de la vallée de l'Indus. Vers 2600 avant notre ère, ces villes atteignaient, selon les chercheurs, des populations d'environ 40 000 à 50 000 habitants chacune. Elles possédaient des plans urbains en grille, des systèmes de drainage en briques, des poids et mesures standardisés, et des réseaux commerciaux à longue distance allant jusqu'à la Mésopotamie. Elles étaient contemporaines de l'Égypte ancienne, et, sur certains points, plus méthodiquement organisées. Ce n'était pas un établissement primitif, c'était une civilisation urbaine d'une réelle sophistication, construite par un peuple déjà lui-même métissé, produit de l'union entre d'anciens chasseurs-cueilleurs d'Asie du Sud et des agriculteurs venus du plateau iranien. Puis un seul site funéraire, dans le village de Rakhigarhi, dans l'actuel état indien de l'Haryana, a changé la conversation. En 2019, des chercheurs ont publié l'analyse de l'ADN ancien extrait d'un squelette vieux de 4500 ans découvert à Rakhigarhi, un grand site de la civilisation de la vallée de l'Indus. Le résultat était frappant. Cet individu, qui a vécu dans ce qui était peut-être l'un des plus grands centres urbains de la civilisation de l'Indus, ne portait aucune ascendance de la steppe détectable. Aucune. La migration qui allait plus tard transformer le nord de l'Inde n'était pas encore arrivée. La grande civilisation de l'âge du bronze existait encore, et les gens qui vivaient dans ces villes ne portaient aucune trace de ce qui allait venir. Cette migration est arrivée il y a environ 4000 ans, au moment où la civilisation de la vallée de l'Indus entrait dans sa période de déclin. Depuis les vastes prairies qui s'étendent entre l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, une région appelée la steppe pontique caspienne, des populations de pasteurs nomades s'étaient déjà développées vers l'extérieur depuis des siècles. Ces groupes, apparentés aux peuples que les archéologues associent à la culture Yamna, avaient déjà commencé à se répandre vers l'ouest en Europe. À présent, une branche de leur descendants s'est déplacée vers le sud-est, a traversé les passages et les corridors de l'Asie centrale, puis est entrée dans le sous-continent indien par la même porte nord-ouest qui avait canalisé les migrations depuis des dizaines de milliers d'années. La signature génétique qu'ils portaient, ce que les chercheurs appellent l'ascendance des steppes, correspond presque exactement au même profil retrouvé chez les populations de l'âge du bronze d'Europe orientale. Ce n'est pas une coïncidence. Cela reflète un seul événement de dispersion qui a remodelé deux continents presque au même moment. Les langues que parlaient ces populations appartenaient presque certainement à la famille indo-européenne. Quand elles se sont déplacées vers l'ouest, leur langue a fini par donner naissance au grec, au latin, aux langues germaniques, aux langues slaves et finalement à l'anglais. Quand elles se sont déplacées vers le sud-est, en Asie du Sud, leur langue a donné naissance au sanskrit, puis plus tard à l'hindi, à l'ourdou, au punjabi, au bengali et aux autres langues indo-européennes parlées aujourd'hui dans le nord de l'Inde. Voilà le lien. La raison pour laquelle l'hindi et l'anglais partagent d'anciennes racines linguistiques n'est pas une métaphore. C'est le résidu génétique et culturel d'une migration qui a eu lieu il y a 4000 ans dans la steppe eurasiatique. Mais voici aussi ce que montre l'ADN. Ce n'était pas une conquête qui a effacé ce qui existait avant, c'était un mélange. Les populations originelles de l'Asie du Sud, les descendants de ces anciens chasseurs-cueilleurs et des bâtisseurs de la civilisation de l'Indus, n'ont pas été balayées. Elles forment l'ossature génétique des Sud-Asiatiques modernes, au nord comme au sud. Les migrants des steppes se sont mélangés aux populations descendantes de la civilisation de l'Indus qui vivaient encore dans le nord-ouest. Les données suggèrent que ce métissage a pu être fortement marqué par les hommes. Le signal ancestral de la steppe apparaît plus nettement dans les lignées paternelles que dans les lignées maternelles, ce qui laisse penser que des hommes venus de la steppe sont entrés dans des communautés déjà existantes, plutôt qu'un remplacement complet de familles locales par des familles entières venues des steppes. Le résultat de ce mélange dans le nord-ouest est ce que les généticiens appellent les ancêtres nord-indiens, ou ANI, une population portant à la fois une ascendance liée à l'Indus et une ascendance liée aux steppes. À peu près au même moment, des populations liées à la civilisation de l'Indus qui s'étaient déplacées vers le sud et vers l'est pendant le déclin de cette civilisation se sont mélangées à des communautés portant des proportions plus élevées de la plus ancienne ascendance Aasi.
Ce mélange méridional a produit la population que les chercheurs appellent les ancêtres sud-indiens, ou Aesi. Ces deux populations ancestrales ont ensuite continué à se mélanger dans tout le sous-continent pendant des siècles. Et c'est là qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Les recherches suggèrent qu'entre environ 900 et 400 ans avant aujourd'hui, ce mélange s'est en grande partie arrêté. Des pratiques sociales et culturelles, en particulier l'endogamie, c'est-à-dire la coutume d'épouser quelqu'un de sa propre communauté, se sont imposées dans de larges parties de l'Asie du Sud. Le système des castes, à mesure qu'il se consolidait, a en quelque sorte figé ses couches ancestrales en place. La conséquence génétique est remarquable. Les recherches ont montré que les différences génétiques entre les communautés de castes, même lorsqu'elles vivent près les unes des autres, peuvent être frappantes, résultat direct de milliers d'années d'endogamie qui ont préservé des couches ancestrales anciennes dans des groupes sociaux distincts. Le système des castes a été, et reste, une source de profonde inégalité. Mais d'un point de vue strictement scientifique, il a aussi produit involontairement l'un des enregistrements vivants les plus détaillés de la structure ancienne des populations humaines partout sur Terre. Ces couches se présentent différemment selon l'endroit où l'on se trouve en Inde. Les recherches confirment ce que les généticiens décrivent comme un gradient indien. Une sorte de pente qui va globalement du nord vers le sud et qui correspond aux proportions d'ascendance Aeni et Aesi. En général, les populations du nord de l'Inde portent des proportions plus élevées d'ascendance liées aux steppes et d'ascendance liées aux agriculteurs iraniens. Les populations du sud de l'Inde, en particulier les locuteurs de langue dravidienne, comme les communautés tamoules, kannada et telugu, portent des proportions plus élevées d'ascendance Aesi, reflet des couches plus anciennes Aesi, et liées à l'Indus, qui se sont davantage mélangées dans le sud. Certaines populations tribales du sud de l'Inde portent les proportions les plus élevées d'ascendance liées aux Aesi, trouvées sur le continent, ce qui en fait des fenêtres vivantes sur l'Asie du Sud d'avant l'agriculture et d'avant la migration des steppes. Le nord-est, lui, raconte une autre histoire. Un troisième ensemble, façonné par d'anciennes connexions avec les populations d'Asie du Sud-Est, reflet des corridors orientaux de circulation qui ont toujours existé aux côtés des routes du Nord-Ouest, mieux documentés, et aucun de ces schémas ne respecte les frontières nationales et modernes. Les zones génétiques qui se sont formées au cours de milliers d'années de migration et d'isolement ne s'arrêtent pas à la ligne entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Inde et le Bangladesh, ou entre l'Inde et le Sri Lanka. Considérons maintenant la manière dont ces données transforment les anciens arguments. Le modèle colonial de l'invasion aryenne imaginait un groupe de conquérants venus de l'extérieur, arrivant pour remplacer ou dominer une population indigène passive. Mais l'ADN ne montre pas un remplacement, il montre un mélange. Les populations originelles de l'Asie du Sud, les descendants de ces anciens chasseurs-cueilleurs et des bâtisseurs de la civilisation de l'Indus, n'ont pas été effacées. Elles forment la base génétique des Sud-Asiatiques modernes, au nord comme au sud. Le contre-récit nationaliste hindou affirme que les peuples de l'Inde sont entièrement indigènes, sans apport extérieur, mais l'ADN ne soutient pas cela non plus. L'ascendance liée aux agriculteurs iraniens, présente dans toute l'Asie du Sud, est venue de l'extérieur du sous-continent. L'ascendance des steppes, plus marquée dans le nord de l'Inde, est elle aussi venue de l'extérieur. Ce sont des migrations anciennes, pas des invasions récentes, et porter cet héritage génétique ne rend personne moins indien dans un sens culturel ou historique quelconque. Cela signifie simplement que l'histoire des populations de l'Asie du Sud est plus ancienne et plus connectée au reste du monde que ne le permet n'importe quel récit d'origine fermée. L'idée selon laquelle les Indiens du Nord et du Sud seraient des peuples fondamentalement différents s'adoucit elle aussi face aux données génétiques. Les deux portent les mêmes trois grandes sources ancestrales. Les proportions changent, pas les ingrédients. Ce que la science actuelle soutient, c'est quelque chose de plus stratifié que tout ce qu'avaient imaginé les récits concurrents. Il y a environ 50 000 ans, les premiers humains modernes à atteindre l'Asie du Sud se sont répandus dans un sous-continent alors vide de notre espèce. Leurs descendants sont devenus la base sur laquelle tout le reste allait être construit. Des milliers d'années plus tard, d'anciens agriculteurs, apparentés aux populations du plateau iranien, sont entrés dans le nord-ouest et se sont mélangés à ces chasseurs-cueilleurs plus anciens, donnant naissance à la population qui allait ensuite élever les villes de la civilisation de la vallée de l'Indus. Puis,
Il y a environ 4000 ans, des pasteurs des steppes sont arrivés par les corridors du nord-ouest, apportant une nouvelle ascendance et une nouvelle famille de langues, celle qui allait plus tard relier l'hindi à l'anglais et le sanskrit au russe. Les populations plus anciennes, liées à l'Indus, ont absorbé cette ascendance au nord, tandis que leurs parentes du sud se sont mélangées plus profondément avec les descendants des anciens chasseurs-cueilleurs, produisant la lignée Assi. Toutes ces populations métissées se sont ensuite rencontrées à travers le sous-continent dans des proportions variables, avant que l'endogamie ne préserve peu à peu ces proportions sous forme de signatures communautaires distinctes qui persistent encore aujourd'hui. La diversité de l'Inde, ses centaines de langues, ses milliers de communautés, ses différences régionales, ses groupes tribaux anciens, n'est pas un accident. C'est la conséquence de 50 000 ans de mouvements, d'adaptation, de convergence et de survie dans un sous-continent façonné par les montagnes, les fleuves, les déserts et l'océan. Le nom du pays sur la carte est réel, la culture est réelle, l'histoire est réelle. Mais en dessous, l'ADN révèle quelque chose qu'aucun récit d'origine unique n'aurait pu prévoir. Une superposition d'ascendance si ancienne et si profonde que la question de savoir d'où viennent les Indiens n'a pas une seule réponse. Elle en a au moins 3. Et chacune est plus ancienne et plus étrange que le mythe qui l'a précédée. Si cette histoire vous a fait voir l'Inde autrement, il y en a des dizaines d'autres qui vous attendent sur cette chaîne. Chaque nation a une histoire génétique cachée. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous connaissez quelqu'un qui trouverait cela fascinant, envoyez-lui cette vidéo.